Salut tout le monde, je suis comme toujours ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Et mon Dieu, l'affaire dont on va parler aujourd'hui, en toute honnêteté, je pense que vous allez avoir du mal à réaliser qu'elle est réelle, que tout ce que je vais vous dire s'est réellement passé. Et le dénouement de cette affaire, personne ne s'y attend. Croyez-moi, personne ne s'y attend, c'est incroyable. Même moi, j'avais du mal à y croire quand je lisais les articles de presse. On va donc rentrer dès à présent plus en détail dans cette affaire. Je vais vous laisser vous installer bien confortablement car on va commencer. Christopher Porco est né le 9 juin 1983 dans la petite ville calme et tranquille de Bethlehem qui est située dans le comté d'Albany, dans l'état de New York, aux États-Unis. Il grandit entouré de ses parents, Peter et Joan, ainsi que de son frère de 2 ans son aîné, Jonathan. La famille Porco est en soi une famille plutôt ordinaire. Peter travaille dans le domaine juridique à la Cour suprême, sa femme Joan travaille en tant qu'enseignante, et donc leurs 2 enfants, Christopher et Jonathan, grandissent dans un très bon environnement familial. John et Peter sont extrêmement aimants et font tout leur possible pour offrir le meilleur avenir à leurs enfants. Ils travaillent dur pour pouvoir mettre de l'argent de côté pour eux et les envoyer dans les meilleures écoles. Christopher, tout comme son frère aîné, est un très bon élève à l'école, il a d'excellents résultats et devient très rapidement un adolescent plutôt apprécié, aussi bien au lycée que dans sa communauté, où il est décrit comme quelqu'un de charmant, de poli et de plaisant avec qui discuter. Jusque-là donc, tout va très bien. Mais vous vous en doutez, ça ne va pas longtemps rester ainsi. Après le lycée, Jonathan va prendre la décision de rejoindre la marine, tandis que son petit frère Christopher va lui décider de poursuivre ses études à l'université de Rochester, qui est située à environ 375 km de Bethlehem, où il va donc faire des études en économie. Il va ainsi avoir sa propre chambre universitaire au sein du campus et va donc pour la toute première fois quitter le domicile de ses parents. Et c'est à peu près à ce moment-là que les choses vont tout doucement commencer à basculer. Christopher réalise qu'il a à ce moment-là la chance de pouvoir avoir un tout nouveau départ dans la vie. Il est dans une toute nouvelle ville où personne ne le connaît. Il compte donc se présenter sous son meilleur profil pour faire la meilleure impression. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à mentir sur sa personne pour pouvoir attirer l'amitié de ses nouveaux camarades. Il commence par des petits mensonges, mais plus le temps passe, plus ces mensonges deviennent énormes. Il prétend être le descendant d'une très riche famille et ne même pas avoir besoin de travailler car il a déjà tout l'argent nécessaire pour vivre une vie extrêmement luxueuse. Il ajoute aussi que sa famille possède des terres à travers le monde entier. Ce qui est totalement faux. La famille Porco est loin d'être riche. Ils vivent une vie plutôt modeste, mais sont très loin d'avoir des millions de dollars de côté comme Christopher le prétend. Mais à force de raconter des mensonges, Christopher va finir par atteindre son but et devenir finalement populaire à l'université, mais pas pour les bonnes raisons. À force de se vanter sans arrêt de tout cet argent dont il ne sait même pas quoi faire, Christopher n'a d'autre choix que de le prouver en se montrant particulièrement généreux. Lorsque des soirées universitaires sont organisées par exemple, il est le premier à payer pour la nourriture et l'alcool. Il invite aussi ses amis au restaurant sans arrêt et leur offre des cadeaux à des prix indécents. Résultat, personne dans son entourage n'a jamais à aucun moment douté de l'existence de cette fameuse fortune. Mais vous vous demandez très probablement d'où vient cet argent, car c'est bien beau de se faire passer pour un millionnaire, mais l'argent qu'il dépense, il doit bien venir de quelque part. Eh bien cet argent lui vient de ses parents. Mais il ne s'agit pas là d'argent de poche que Peter et Joan lui ont volontairement donné. Non, il leur a volé cet argent. Dès que Christopher en avait l'occasion, il volait ses parents. Et ça a commencé en piochant dans leur portefeuille lorsqu'ils avaient le dos tourné. Mais très vite, les choses ont pris une tournure bien plus sombre, et ce lorsque Christopher a profité de l'absence de ses parents pour faire croire à un cambriolage. Il va ainsi saccager la maison de ses propres parents, leur voler leur ordinateur portable et les revendre en ligne pour se faire de l'argent. Et il ne va pas faire cela qu'une seule fois, il va faire ça à plusieurs reprises. Et le pire dans tout ça, c'est que ses parents n'ont à aucun moment pensé que Christopher pouvait être le responsable de ces vols.
Ils sont tellement bienveillants qu'à leurs yeux, il est impossible d'imaginer que leur fils puisse leur faire quelque chose comme cela. Christopher, de son côté, a le porte-monnaie bien rempli et vit sa plus belle vie à l'université. Mais au fil des mois, sa popularité va commencer à lui monter à la tête et son tempérament va radicalement changer. Il devient alors de plus en plus irritable et agressif. Il va avoir plusieurs ennuis sur le campus après s'être battu avec d'autres étudiants, bien souvent lors de soirées particulièrement arrosées. Et presque à chaque fois, il s'avère que Chris est celui ayant été violent le premier. Ses amis disent de lui qu'il attirait constamment les ennuis et qu'il cherchait tout le temps la bagarre. Et lorsqu'il avait bu, c'était encore bien pire. Il va même aller jusqu'à lancer des menaces de mort contre certains étudiants, et ceci va être remonté jusqu'à la police de Rochester. Mais John et Peter, de leur côté, n'ont pas la moindre idée de ce qui est en train de se passer. À leurs yeux, leur fils est un élève modèle et est en train de se bâtir un avenir. Mais la réalité, c'est qu'en plus de son comportement qui laisse clairement à désirer, ses résultats scolaires deviennent de plus en plus médiocres. Chris passe tout son temps à essayer de se bâtir une réputation et à devenir populaire, et ne prend même plus le temps d'étudier. Et malgré ses échecs à répétition et ses très mauvais résultats scolaires, Chris laisse croire à ses parents que tout se passe pour le mieux à l'université, et il va même aller jusqu'à leur dire qu'il est l'un des meilleurs élèves de sa classe. Le problème, c'est que l'université commence à s'inquiéter par rapport à ses mauvais résultats et va décider de contacter les parents de Chris pour les informer de la situation. Joanne et Peter sont entièrement sous le choc. À aucun moment ils ne s'imaginaient que les choses allaient aussi mal pour leur fils. Juste après avoir reçu la nouvelle de la part de l'université, Joanne décide de contacter Christopher pour le confronter à ses mensonges. Et à ce moment-là, on pourrait se dire qu'il a été pris la main dans le sac et qu'il n'a eu d'autre choix que de tout avouer et de s'excuser. Sauf que non. Il va continuer à s'enfoncer de plus en plus dans ses mensonges en affirmant que l'université a fait une erreur et qu'à aucun moment il n'y a eu de mauvais résultats, bien au contraire. D'après lui, ils ont tout simplement mélangé deux dossiers et ont appelé les mauvais parents. Je ne sais pas quel sort ce garçon a jeté à ses parents, mais ce qui est totalement fou, c'est qu'il va réussir à les convaincre de sa sincérité. Ses parents sont donc convaincus que l'université a fait une erreur et que oui, Chris a bel et bien de très bons résultats à l'école. Et le pire, c'est que son pouvoir de persuasion ne marche pas juste avec ses parents. Il arrive à persuader absolument tout le monde autour de lui que ses mensonges sont la vérité. C'est un vrai menteur compulsif et c'est absolument incroyable, on va pas se mentir, il a un réel talent pour ça parce que tout le monde le croit, personne ne doute de lui à aucun moment. Mais dans son petit plan parfait, Christopher n'avait aucunement songé au fait que l'université pouvait le renvoyer tout simplement à cause de ses mauvaises notes. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Sauf que Chris a un autre plan derrière la tête pour pouvoir être admis de nouveau à l'université et ce sans que ses parents ne le sachent. L'inscription à l'université coûte approximativement 2000 $. À l'époque donc, son père lui avait ouvert un prêt à la banque de 2000 $ justement pour pouvoir subvenir à ses frais. Chris se dit donc qu'il peut tout simplement imiter la signature de son père pour à nouveau ouvrir un nouveau prêt lui permettant donc d'avoir ses 2000 $ et de se réinscrire à l'université. C'est donc ce qu'il va faire. Il va faire une fausse signature pour ouvrir de nouveau un prêt, sauf que cette fois-ci, il ne va pas se contenter des 2000 $ pour l'entrée à l'université. Il va ouvrir un prêt de 30 000 $. 30 000 $ au nom de son père. Et à nouveau, je suis absolument subjuguée par le pouvoir de persuasion de ce garçon. Il a été capable de convaincre la banque de lui ouvrir un prêt au nom de son père, et surtout un prêt de 30 000 $ et personne ne s'est questionné à aucun moment. Je trouve ça totalement incroyable. Le prêt ayant été accepté, Chris va donc utiliser une partie de cet argent pour s'inscrire de nouveau à l'université. Et avec le reste de l'argent, eh bien, il va tout simplement s'amuser, faire la fête et couvrir ses amis de cadeaux. Voyant qu'il a été capable d'ouvrir ce prêt sans le moindre problème, Chris se dit « pourquoi s'arrêter là ?» Il décide donc de retourner à la banque et de refaire la même petite procédure pour s'ouvrir un nouveau prêt au nom de son père de 16 000 $ cette fois-ci, et il va utiliser la totalité de cet argent pour s'acheter une Jeep flambant neuve. Et le pire, c'est que cette Jeep, oui, ça lui faisait plaisir effectivement d'avoir une belle voiture, mais la raison principale l'ayant poussé à cet achat n'est autre que pour attirer les regards sur lui et entretenir cette réputation d'enfant riche qu'il a mis tant de mal à établir. Et à ce point-là, il est très compliqué de s'imaginer de quelle manière il va se sortir de tous ces mensonges.
Et ça, on va très vite le savoir, car seulement quelques semaines plus tard, Peter reçoit un appel de la part de la banque concernant justement cette fameuse ouverture de prêt pour son fils. Peter est totalement effondré et ne veut même pas y croire. Il n'a pas tout cet argent, il n'a pas les 46 000 $ pour pouvoir rembourser les 2 prêts, il ne sait aucunement comment il va se sortir de cette situation. Et lorsqu'il contacte son fils pour avoir plus d'explications face à cela, Chris, comme à son habitude, nie en bloc et a déjà des excuses toutes prévues pour absolument toutes les questions de son père. Sauf que cette fois-ci, il va lui être très compliqué de convaincre ses parents car les preuves sont toutes là noir sur blanc. Il lui est donc impossible de retourner la situation en sa faveur. Christopher est totalement surpris de voir que ses mensonges ne font plus effet et décide donc face à cela de tout simplement ignorer ses parents. Il ne répond plus à leurs messages, il ne répond plus à leurs appels téléphoniques, il fait totalement la sourde oreille. Ses parents vont même tenter de le contacter par email vu qu'il ne répond plus à son téléphone, mais même là, il va les ignorer et supprimer le message. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que ses mensonges se retrouvent exposés au grand jour, et peu importe ce qu'il va dire ou faire, il lui est impossible de se sortir de cette situation. Il panique alors totalement et tente de trouver une solution pour pouvoir se sortir de cette situation sans pour autant se décrédibiliser aux yeux de ses nouveaux camarades, car il est absolument hors de question pour lui que ses nouveaux amis soient au courant qu'il est un menteur compulsif et surtout qu'il a menti de A à Z sur son identité. Et c'est le lundi 15 novembre, soit 4 semaines après que son père n'ait tout découvert, qu'il va mettre son plan à exécution. Ce matin-là, Peter Porco ne se présente pas au travail et je vous rappelle qu'il travaille pour la Cour suprême, il a donc un poste très important, son absence est donc immédiatement remarquée. En plus de cela, Peter n'est aucunement le genre de personne à manquer un jour de travail, bien au contraire, et lors des rares occasions où il avait dû s'absenter du travail, il s'était tout d'abord assuré de tenir informés ses collègues de son absence. L'un de ses collègues et amis, un homme du nom de Michael Hart, tente alors de le joindre par téléphone à plusieurs reprises. Mais n'ayant aucune réponse, il finit par s'inquiéter et décide de monter à bord de sa voiture et de se rendre directement au domicile de Peter pour s'assurer que tout aille bien. Une fois arrivé sur place, il va frapper à la porte à plusieurs reprises, mais personne ne répond et la maison semble être plongée dans le silence le plus total. Michael décide alors de contourner la maison pour essayer de voir peut-être par une fenêtre si quelqu'un se trouve à l'intérieur du domicile. Et alors qu'il s'approche justement de la toute première fenêtre, il aperçoit un corps allongé sur le sol. Aucun doute pour lui, il s'agit bien là de Peter. Le corps ne bouge absolument pas et se trouve dans une mare de sang. Michael contacte immédiatement la police et à leur arrivée, les officiers se retrouvent face à une scène absolument horrifique. Malheureusement, Peter va immédiatement être déclaré mort. Son corps est allongé sur le sol du salon et il s'est pratiquement vidé de tout son sang. Il semble avoir été tué à l'aide d'un outil tranchant car de très nombreuses et larges lacérations sont découvertes au niveau de son corps et de son visage. Je vais vous épargner tous les détails morbides, mais croyez-moi, son corps était dans le pire des états imaginables. Les policiers continuent d'inspecter la maison et se rendent à l'étage. Ils entrent dans la chambre du couple et immédiatement découvrent Joan, allongée par terre, dans le même état que son mari. Mais alors qu'il s'approche de son corps, il réalise qu'elle respire toujours et elle semble toujours consciente. Les policiers ne perdent alors aucune seconde. Ils contactent tout de suite une ambulance et en attendant l'arrivée de cette dernière, ils questionnent Joan pour essayer d'avoir le plus de détails possible concernant cette agression et surtout l'identité de leur agresseur. Car à ce moment-là, au niveau des blessures sur le corps de Joan, il n'était clairement pas certain qu'elle allait s'en sortir vivante. Il leur fallait donc agir le plus rapidement possible pour récolter le plus d'informations possible. Joan était dans un tel état qu'il lui était impossible de parler, mais grâce à des petits mouvements de tête, elle était capable de répondre aux questions des policiers. Ils lui demandent donc qui est le responsable de ce massacre. Ils commencent par énumérer des noms et finissent par lui demander si l'un de ses enfants a fait cela. Ce à quoi elle va acquiescer. Et lorsque les policiers prononcent le nom de Christopher, Joan va hésiter une demi-seconde et acquiescer de nouveau. Juste après cela, l'ambulance est arrivée et l'a emmené directement à l'hôpital le plus proche. Et par miracle, je dis bien par miracle car vous n'imaginez pas la profondeur de ses blessures, Joan va s'en sortir vivante. On va revenir à Joan un petit peu plus tard car il y a encore des détails que je vais vous partager sur la scène de crime. Sur le lit, juste à côté de l'endroit où la mère de famille a été retrouvée, se trouve une hache couverte de sang. Cette hache en question appartenait à la famille Porco. Elle était conservée à l'intérieur de leur garage et ils l'utilisaient simplement l'hiver pour couper du bois. Il va immédiatement être déterminé qu'il s'agit là de l'arme du crime.
Les inspecteurs de police vont déterminer que l'attaque aurait eu lieu durant la nuit, alors que le couple était en train de dormir paisiblement, et ce de par la quantité de sang retrouvée à l'intérieur de leur lit, ce qui confirme bien qu'il s'agit là de l'endroit où l'attaque a eu lieu. Ils ont cependant du mal à déterminer comment est-ce que Peter, qui a été attaqué dans son sommeil à l'étage du haut, a été retrouvé sans vie au rez-de-chaussée. Ils vont finir cependant par découvrir des indices et notamment de longues traces de sang allant d'une pièce à une autre, leur laissant penser que malgré la violence des coups qu'il a reçus, Peter n'a pas immédiatement succombé à ses blessures. Ils pensent qu'après l'attaque, Peter se serait paisiblement rendormi et ne se serait réveillé qu'au petit matin après que son alarme n'ait sonné. Après quoi, ne réalisant pas l'état dans lequel il se trouvait, et ce très probablement dû aux dommages causés à son cerveau lors de l'attaque, il se serait tout simplement levé et aurait démarré sa journée comme si de rien n'était. Il aurait ainsi réalisé plusieurs de ses tâches quotidiennes, telles que se lever pour aller aux toilettes, puis descendre les escaliers, allumer la cafetière, et j'en passe, et ce par simple automatisme, avant de finalement perdre conscience et de perdre la vie des suites de ses blessures, et surtout de la très importante perte de sang liée à cela. Une enquête est alors ouverte, et vous l'imaginez, le premier suspect n'est autre que Christopher. Et les policiers ne vont même pas avoir le temps de contacter le jeune homme, car ce dernier va les devancer. Il contacte donc de lui-même le bureau de police, affirmant avoir reçu un appel quelques minutes plus tôt de la part d'une journaliste voulant l'interviewer par rapport à ce qui venait d'arriver à ses parents. Ne comprenant pas de quoi il s'agit, il aurait alors raccroché le téléphone, puis contacté la police pour essayer d'avoir un peu plus d'informations concernant le double homicide de ses parents dont il n'était aucunement au courant. Le policier lui demande de bien vouloir se présenter le plus rapidement possible à l'hôpital où se trouve sa mère, en premier lieu pour pouvoir être à son chevet, et en deuxième pour pouvoir répondre à quelques questions. 3h30 plus tard, Chris fait son arrivée à l'hôpital où il est immédiatement interpellé par les policiers. Il est immédiatement questionné sur l'endroit où il se trouvait la veille, et il assure ne jamais être sorti de l'université. Il est d'après lui resté dans sa chambre universitaire, il a regardé un film avant de ne s'endormir dans la soirée. Il explique n'être sorti de sa chambre universitaire que le lendemain matin aux aurores pour aller faire un jogging et c'est justement à ce moment-là que la fameuse journaliste l'aurait contacté. Il explique, et je cite, « Tout ce dont je me souviens vraiment de ce moment, c'est que mes jambes ont fléchi et que je suis tombée sur une chaise se trouvant derrière moi. Après avoir accroché avec la journaliste, j'ai immédiatement pensé qu'elle devait se tromper et j'ai appelé la police. » Mais les policiers ne se laissent pas berner par l'assurance du garçon et décident de lui dire que Joanne elle-même l'a désigné comme étant son agresseur pour voir si cela allait le déstabiliser ou non. Mais il va à peine réagir et va tout simplement déclarer que tout ceci est impossible vu qu'il était endormi dans sa chambre à 3h30 de route de là lorsque l'attaque a eu lieu. Il va même ajouter que sa mère a probablement été chamboulée face à ce qui était arrivé et qu'elle devait donc être perdue et ne plus vraiment savoir ce qu'elle disait. Les policiers tentent alors de vérifier l'alibi de Chris en questionnant les garçons de sa fraternité pour savoir si effectivement l'un d'entre eux a vu Chris la veille au soir, mais malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment on voit les choses, aucun d'entre eux ne l'a vu ce fameux soir. Toutes les vidéos de caméras de surveillance de l'université sont alors inspectées les unes après les autres. Et qu'est-ce qu'ils ne vont pas voir sur l'une d'entre elles de manière très claire et précise ? Une Jeep jaune flambant neuve, avec à son bord Christopher Porco quittant l'université à 22h30 le 14 au soir, soit le soir du meurtre. Drôle de coïncidence tout de même, surtout si l'on prend en compte le fait qu'il a juré à plusieurs reprises avoir passé la soirée entière dans sa chambre universitaire et ne jamais en être sorti. Et des voisins de la famille Porco vont à leur tour confirmer avoir vu la Jeep de Christopher garée devant le domicile de ses parents aux aurores aux alentours de 4h30 du matin. Il s'est donc bel et bien rendu au domicile de ses parents en plein milieu de la nuit, mais pour quelle raison et pourquoi avoir menti ? Je vous rappelle qu'entre l'université et le domicile de ses parents, il y a quand même pas mal de routes, approximativement 3h30. On a donc vu Christopher quitter l'université à 22h30, ce qui veut dire qu'il serait arrivé chez ses parents aux alentours de 2h du matin. Et devinez quoi ? Un peu après 2h du matin, aux alentours de 2h15, l'alarme de sécurité de la maison des Porco a été désactivée et ceci a bel et bien été confirmé par la compagnie de l'alarme. Et seule une personne connaissant le code aurait pu désactiver l'alarme. De plus, aucune trace d'entrée forcée n'a été découverte sur la scène de crime, ce qui signifie que le meurtrier a soit été invité
par les membres de la famille à rentrer au sein du domicile, ce qui veut dire là qu'il s'agit d'un proche des Porco, soit la personne était assez proche de Joanne et Peter pour avoir lui-même une clé des lieux. Ça fait quand même vraiment beaucoup de coïncidences et d'indices pointant directement en direction de Chris. Et pourtant, malgré cela, il ne va pas être arrêté. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, aucun indice ne pouvant prouver son implication à 100% n'a été découvert. Sa Jeep ainsi que son domicile vont être entièrement fouillés à la recherche de traces de sang, que ce soit sur ses vêtements, dans ses cheveux, peu importe, juste une preuve concrète leur permettant de pouvoir boucler cette affaire. Mais malheureusement, rien du tout ne va être découvert. Et deuxièmement, Joanne va totalement changer de version des faits. La pauvre Joanne a dû rester un long moment à l'hôpital et subir de très lourdes opérations, et notamment une chirurgie reconstructive au niveau du visage, car une énorme partie de sa peau et de sa chair avait été arrachée lors de l'attaque. Elle reste donc marquée à vie et défigurée, mais par miracle s'en sort vivante. Sur la scène de crime, c'est elle qui a pointé le doigt en direction de Chris, mais plus l'affaire avance, plus elle devient réticente à parler. Mais finalement, lorsque les policiers lui expliquent que si elle est capable d'assurer à 100% avoir vu ce jour-là Chris dans son domicile, la hache à la main, alors une arrestation allait être possible et l'affaire allait pouvoir enfin avancer. Mais Joanne, ne se sentant pas capable d'accuser son fils, va décider de se rétracter et affirmer cette fois-ci ne se souvenir de rien. Les policiers vont alors lui remémorer ce qu'elle a dit à chaud juste après l'attaque, mais elle ne veut rien entendre et elle assure qu'elle était à ce moment-là complètement déboussolée et qu'elle ne savait absolument pas de quoi elle parlait. D'après elle, il est impossible que son fils ait quoi que ce soit à voir là-dedans. La situation va même totalement se retourner, car après avoir accusé son fils, elle prend maintenant sa défense face aux policiers. Elle ne cesse de répéter à quel point Chris est un enfant merveilleux et que jamais il ne serait capable de commettre des actes tels que ceux-là. Beaucoup de personnes se demandent alors si elle est simplement dans le déni ou si peut-être Chris l'a menacée si elle ne changeait pas sa version des faits. Mais quoi qu'il en soit, il est impossible de la faire revenir en arrière, elle reste sur sa position. Elle va même aller jusqu'à faire une déclaration publique, affirmant que son fils souffre extrêmement de la situation et que les policiers doivent le laisser tranquille car il est une victime dans cette histoire. Tout le monde essaie alors de savoir si Chris est effectivement innocent ou non. A-t-il commis ces terribles actes dans le but de faire taire ses parents ou encore peut-être de simplement récupérer leur héritage? Lui qui était prêt à tout pour l'argent, ce ne serait pas étonnant. Les mois passent et les policiers vont recevoir d'autres pistes, et notamment une qui va mener jusqu'à un client de Peter qui aurait peut-être voulu se venger de lui. Je vous rappelle que Peter travaillait à la Cour suprême. Il lui est donc arrivé déjà à plusieurs reprises d'avoir des désaccords avec certains de ses clients. Mais cette piste va très rapidement s'effriter, car le client en question a un alibi en béton concernant le soir de l'attaque. Un an après les faits, Chris est finalement arrêté. Son procès a lieu en juillet 2006 et va durer un peu plus d'un mois. Il va s'agir là d'un procès extrêmement compliqué car pratiquement toutes les personnes dans l'assemblée ont un avis différent. Joanne va parler à la barre à plusieurs reprises pour la défense de son fils, mais malgré cela, toutes les preuves présentées lors du procès pointent directement vers lui, et lui seul avait un motif suffisant pour commettre de tels actes. Au moment du meurtre, Christopher travaillait à temps partiel dans un cabinet de vétérinaire. Les enquêteurs pensent alors qu'il a peut-être porté ce soir-là une blouse médicale durant l'agression, qu'il a ensuite détruit ou caché, ce qui explique la raison pour laquelle aucune trace de sang n'a été découverte sur lui. De plus, certains de ses collègues vont affirmer que durant son contrat en tant que vétérinaire, Chris a appris à nettoyer méticuleusement toutes les traces de sang après les opérations. Il se serait peut-être donc servi de cette technique pour couvrir ses traces lors du meurtre. Finalement, après de longues semaines de délibération, Christopher Porco est reconnu coupable de meurtre au second degré pour le meurtre de Peter Porco, ainsi que de tentative de meurtre sur Joanne Porco. Il reçoit alors une condamnation de 50 ans derrière les barreaux sans possibilité de libération conditionnelle et sert aujourd'hui sa peine au sein de l'établissement correctionnel de Clinton à Dannemora et ce pour encore un minimum de 29 ans. Joanne Porco continue à ce jour de prendre la défense de son fils et de clamer son innocence, même si beaucoup de personnes sont persuadées qu'elle se voile la face et essaie de se convaincre elle-même que son fils est innocent. Mais d'autres personnes à l'inverse pensent que la justice a fait une très grave erreur et que Chris se trouve en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Juste avant son procès, Chris a été interviewé par plusieurs magazines et émissions de télévision, lors desquelles il a continué de nier les faits et a assuré que le ou les véritables assassins courent toujours en liberté à ce jour. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour. Je vous l'avais dit que celle-ci est plutôt spéciale.
J'ai bien hâte d'avoir vos retours et de savoir si vous pensez que Chris est coupable ou innocent. Si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!